donc Satoshi Nakamoto, je pense qu'il était très conscient de ça et du danger que représente le contrôle de la monnaie par des élites auxquelles on est censé faire confiance aveuglément et qui bien souvent abusent en fait de cette confiance. C'est pourquoi lui, il a mis en place un outil, Bitcoin, pour séparer la monnaie de l'État. Simplement, aujourd'hui, si je te dis je suis libéral, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut rien dire. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est un mot qui est devenu tellement confus qu'on peut le mettre à toutes les sauces et qu'il y a des contradictions absolues. Quelqu'un peut se dire libéral et être à fond pour l'intervention de l'État. Pour les autres. Donc en fait, il y a 50 nuances de libéralisme et chacun y met un peu ce qu'il a envie. Et souvent, on le voit, je pense que tu le sais, souvent en France, malheureusement, ce mot sert de repoussoir. C'est-à-dire que tout ce qui va pas, tout ce qui est mauvais, on l'appelle libéral et on dit c'est libéralisme. Et on voit ça de Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Tu vois, par exemple, Bastia, à son époque, il luttait contre le mercantilisme et le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est une variante du mercantilisme, c'est de dire il faut taxer les importations, il faut mettre des droits de douane. On est toujours dans cette idée que l'étranger est forcément un ennemi. C'est pas un partenaire avec qui on peut échanger librement, c'est quelqu'un qui va nous voler, ou qu'on doit voler. Soit c'est lui, soit c'est nous. Quoi. Un autre, Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, lui, il a peut-être revendiqué un jour cette étiquette de libéral, oui, surtout avant sa campagne, avant sa première élection, et puis peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'en sais rien, je l'écoute plus moi. Mais bon. Les opposants souvent le qualifient en fait de libéral. Oui, de mondialiste libéral. Voilà, en fait, moi, je crois surtout que c'est quelqu'un qui rêve d'être à la tête de l'Union européenne. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet 21. Aujourd'hui, je reçois Damien Tellier. On va parler de libéralisme, on va parler de philosophie et on va aussi parler de Bitcoin, de propriété privée et de liberté. Bonjour Damien. Bonjour Elodie. Comment ça va? Bien, merci pour ton invitation. Merci d'y avoir répondu. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. J'ai toujours voulu parler des différents courants économiques qui gravitent autour de Bitcoin. Et donc, je me suis dit quoi de mieux qu'un professeur. Merci pour toute la valeur que tu vas apporter aujourd'hui parce que je vais te poser des questions, on va dire, de béotien, comme on dit. Je précise que je ne suis pas économiste. Mais philosophe. Cela dit, l'économie, si elle est bien comprise, c'est une branche de la philosophie, c'est un prolongement de la philosophie. Alors c'est vrai qu'il y a des économies qui sont plus mathématisées, ça c'est pas tout à fait donc le prolongement de la philosophie, mais l'économie telle que moi je la comprends, par exemple, Adam Smith était un économiste, mais c'était d'abord un philosophe. Et finalement, Marx aussi était d'abord un philosophe avant d'être un économiste. C'est le cas comme ça de beaucoup de grands auteurs qui sont passés de la philosophie à l'économie, naturellement en fait. Est-ce qu'on peut être un bon économiste sans avoir des notions de philosophie ou même sans faire de la philosophie? C'est très difficile parce que l'économie c'est une science de l'homme. Le sujet qu'on étudie finalement c'est l'être humain dans son action de production, de consommation. Comment pourrait-on aborder les questions économiques sans comprendre le sujet qui agit, c'est-à-dire l'être humain? Donc il faudrait absolument être à la fois philosophe, mais aussi historien, pour avoir une compréhension aussi de la temporalité, quoi, qui est quand même un élément fondamental de l'action humaine. C'est clair, je te rejoins là-dessus. Du coup, en parlant de philosophie, ma première question, pour mieux te connaître, d'ailleurs, on va aussi te laisser te présenter, ça va être dans la continuité. Donc, quel est ton courant philosophique préféré? Alors, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que moi, dans mes cours de philosophie, j'ai enseigné pendant 25 ans la philosophie en terminale. J'avais à cœur de commencer tout de suite par celui qui est pour moi le grand maître à penser, c'est Socrate. Et c'est pas le premier philosophe, contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est pas le premier philosophe, mais c'est celui qui a donné à la philosophie son ampleur et son objectif et sa méthode aussi. Donc, notamment en combattant les sophistes, qui étaient de faux philosophes, selon Socrate. C'était des gens qui utilisaient le raisonnement,
mais pour tromper les gens. Et donc il masquait en fait une forme de manipulation derrière des raisonnements en apparence logiques. Donc oui, Socrate, parce que c'est surtout celui qui nous a appris à poser des questions, définir ce dont on parle, et à débattre de façon honnête en vue de rechercher la vérité. Et pour moi, ça comprend tout. Tous les autres philosophes qui sont arrivés après lui n'ont fait que développer ce que Socrate avait initié. Alors après, si on se reporte à l'époque moderne, moi, il y a un auteur en particulier auquel j'ai consacré beaucoup de travaux et de recherches, qui n'est pas un philosophe académique, mais qui est dans ses travaux, qui fait preuve de philosophie beaucoup, c'est Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat, c'est plutôt un économiste en fait au XIXe siècle. Oui, il est classé comme économiste, mais son approche comprend également la philosophie du droit, la philosophie politique, l'éthique, et donc c'est quelqu'un de très complet qu'on ne peut pas mettre dans une petite case en fait. Et notamment son œuvre peut-être la plus connue, ça s'appelle La Loi. Et c'est vraiment un traité de philosophie politique et juridique. D'accord. Et est-ce que, selon toi, des auteurs ou des penseurs, je dirais, au sens large, qui remontent aussi loin dans le temps, peuvent nous apporter encore des choses aujourd'hui? Oui, bien sûr. Des auteurs comme Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, ça remonte en effet à 2500 ans, voire plus. Et ils se sont appuyés sur la raison. C'est ça qui fait leur valeur pour nous aujourd'hui. C'est qu'ils se sont détachés des croyances religieuses de leur époque et des mythologies. C'était pas facile à l'époque. Non, c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été souvent persécutés ou en tout cas inquiétés. Mais ils ont cherché des réponses dans la raison, des réponses à des questions que tout le monde se posait. Ils ont été cherchés dans la raison parce qu'ils considéraient que la raison humaine était identique finalement en chacun et que il fallait viser l'universel. Voilà. Donc c'est par la logique justement que on peut arriver à des réponses qui soient les plus universelles possibles. Est-ce que on peut pas les traiter de sceptiques aussi? Oui. Il y a plusieurs formes de scepticisme. Il y a vraiment un scepticisme, je dirais, absolu, qui a été pratiqué par certains philosophes, mais qui mène pas à grand-chose, parce que si vraiment on doute de tout, on tombe assez vite dans des contradictions logiques, parce que finalement, on ne croit rien, sauf qu'on croit qu'on ne croit rien. En réalité, on croit quelque chose. Enfin, le scepticisme absolu n'a pas de sens. Mais en revanche, un scepticisme modéré et éclairé, j'allais dire, oui, est absolument fondamental pour exercer son esprit critique, penser par soi-même et ne pas se laisser dicter sa pensée par les autres. Donc ça, c'est vraiment ce que Socrate nous apporte, justement, et tous les philosophes après lui, et c'est ça qui fait la grandeur de la philosophie. On a oublié complètement la présentation. Oui, alors, donc, bon, moi je suis enseignant, professeur de philosophie dans l'enseignement privé sous contrat, et enseigné pendant 25 ans à Paris, dans des grands lycées, et récemment j'ai pris une année de disponibilité pour pouvoir travailler avec Plan B Network. Okay. Et consacré donc pleinement à l'éducation sur Bitcoin. Voilà, donc c'est un peu un défi parce que c'est l'aventure quoi, hein, c'est l'aventure mais c'est passionnant et je sais pas de quoi sera fait l'avenir, on verra bien, hein, mais en tout cas j'ai là cette année l'opportunité de créer des cours sur Internet, de faire des conférences, d'animer des séminaires, de faire des interviews. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui me sort un petit peu du cadre scolaire qui est quand même assez
lassant, Ouais. il faut bien le dire. Déjà en sortant de terminale, moi quand j'étais élève, j'avais pas du tout l'intention d'y retourner. Et puis, malgré tout, si on veut vraiment poursuivre la philosophie, on n'a pas tellement d'autres choix que d'enseigner. Et en fait, ce métier me plaît énormément, mais c'est quand même important pour se ressourcer aussi de diversifier. Tout à fait. Et ça résonne avec une autre de tes activités qui est l'Institut Copé. Oui. Alors, en 2010, j'ai créé l'Institut Copé, C-O-2-P-E-T, qui est une référence à un petit village en Suisse, au bord du lac Léman, et où s'étaient réfugiés Benjamin Constant et Germaine de Staël, sous la période de Napoléon, parce qu'ils avaient été exclus de France pour justement leur critique à l'égard du pouvoir de Napoléon. Et dans cette retraite près du lac, ils ont travaillé avec d'autres intellectuels qui sont venus les rejoindre sur les grands sujets qui allaient faire l'actualité, sur les grands sujets de liberté, de pouvoir. Ils ont traduit aussi beaucoup de textes. Ils ont fait tout un travail, en fait, un petit peu de ce qu'on appellerait un think tank aujourd'hui. Okay. C'est ça, c'est-à-dire de faire des propositions, d'apporter des solutions. Et donc, l'Institut Copé se veut d'abord un centre de réflexion et de recherche sur le libéralisme français du 18e et 19e siècle. C'est-à-dire essayer de faire revivre des auteurs qui ont été un peu oubliés ou qui ont été occultés directement dans le corpus universitaire, dans les médias. Et des grands auteurs, donc j'ai cité Frédéric Bastiat au tout début, mais ça remonte bien avant, déjà sous Louis XIV, puis Louis XV, Louis XVI, on voit se développer une école en France qui s'appelle la physiocratie. Les physiocrates, ce sont les premiers économistes, en fait, avant Adam Smith. Et ce sont des gens qui luttent contre le mercantilisme. Le mercantilisme, c'était la doctrine dominante, la doctrine économique dominante, qui consistait à dire, pour s'enrichir, il faut appauvrir les autres. C'est-à-dire que, par exemple, Colbert disait, pour enrichir la France, il faut appauvrir l'Angleterre et la Hollande, qui étaient les deux concurrents en fait de la France. Et donc il faut carrément leur faire la guerre, quoi. C'est-à-dire il faut aller leur prendre leur richesse. Autrement dit, c'est l'idée que l'enrichissement n'est possible que par la spoliation, par la conquête. On n'avait pas encore compris que on peut s'enrichir par la création de valeur. Et donc les physiocrates vont avoir comme devise laisser faire. Laisser faire, ça veut dire laisser agir les gens qui travaillent, qui produisent, qui créent de la richesse. Et n'essayez pas d'intervenir, de planifier, de vouloir mettre des entraves. Laissez faire le marché. Laissez agir le marché librement, c'est-à-dire la coopération volontaire. Voilà, donc ce sont, on pourrait dire, les premiers libéraux, sauf qu'à l'époque, on n'utilisait pas ce terme. C'est un terme qui arrivait bien plus tard, même après Bastiat. Bastiat lui-même ne l'employait pas. Donc on peut dire que c'est fin 19e siècle, en tout cas deuxième partie du 19e siècle, que ce mot est apparu. Et d'ailleurs, il est apparu en opposition au socialisme. Ceux qui n'étaient pas socialistes, on disait, ils sont libéraux. C'est important on va dire cette opposition du coup entre ces deux courants politiques. Du coup, pour approfondir la définition et bien comprendre en fait les différentes fondamentales entre les deux. Simplement, aujourd'hui, si je te dis je suis libéral, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est un mot qui est devenu tellement confus qu'on peut le mettre à toutes les sauces et que y a des contradictions absolues. Quelqu'un peut se dire libéral et être à fond pour l'intervention de l'État. C'est le cas aux États-Unis. Oui. Le mot libéralisme aux États-Unis a été complètement vidé de sa substance originelle et maintenant ça désigne ceux qui sont les plus progressistes, les plus en faveur de la coercition, des programmes sociaux, de l'État-providence. Donc ça c'est aux États-Unis. En France, beaucoup de gens se disent anti-libéraux, à droite comme à gauche. Mais
ils n'ont pas forcément le même, enfin, le mot libéralisme n'a pas forcément le même sens pour les uns et pour les autres. Donc en fait, il y a 50 nuances de libéralisme et chacun y met un peu ce qu'il a envie. Et souvent, on le voit, je pense que tu le sais, souvent en France, malheureusement, ce mot sert de repoussoir. C'est-à-dire que tout ce qui va pas, tout ce qui est mauvais, on l'appelle libéral et on dit c'est le libéralisme. Et on voit ça de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Justement, j'allais te dire, parce qu'en France, quand on dit quelqu'un est libéral, soit on le classe à droite, voire extrême droite, automatiquement. Oui, mais sauf que à droite et à l'extrême droite, nombreux sont ceux qui considèrent que la mondialisation libérale est une mauvaise chose, que le néolibéralisme c'est le mal absolu. Donc en fait, ils ne revendiquent pas eux-mêmes l'étiquette. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que aux États-Unis est apparue une distinction dans les années 60 entre libéralisme et libertarianisme. C'est-à-dire que ceux qui étaient attachés au libéralisme classique européen du XIXe siècle ont cessé de se dire libéraux et ont inventé un terme, un néologisme libertarien. Et les libertariens, donc, sont des gens qui considèrent que l'État n'est pas la solution, mais le problème. Voilà. Et je pense que ça résume assez bien ce que pensaient les libéraux classiques en Europe, en Angleterre, en France, au XIXe siècle, des gens comme Frédéric Bastiat, ou comme John Stuart Mill en Angleterre, et même avant David Hume, Adam Smith, etc. En même temps, John Stuart Mill, il a un peu évolué, c'est-à-dire qu'il était d'abord très libéral, et puis ensuite il est devenu un peu socialiste à la fin de sa vie. Mais il n'est parfait. Justement, en parlant de socialisme, quels sont, selon toi, les points fondamentaux qui différencient le libéralisme du socialisme? Alors, dans le socialisme, il y a social. En soi, le social, c'est une réalité naturelle. On est tous des êtres sociaux par nature. Donc, c'est pas un problème, ça. Mais les socialistes considèrent, et c'est là où ça va poser problème, ils considèrent que la richesse est quelque chose qui est entièrement social, c'est-à-dire collectif. Pour eux, la richesse n'est pas le fruit d'une création individuelle, d'une innovation individuelle, mais d'un travail collectif. Partant de cette idée, cette prémisse, qui est très très discutable, on pourra en discuter, ils en déduisent que puisque la richesse est inéquitablement répartie, l'État est en droit, ou la société, si tu veux, est en droit de répartir cette richesse équitablement. Donc tu vois, il y a l'idée que la richesse n'appartient pas à un individu, mais à tous, puisqu'en fait, pour eux, pour les socialistes, le travail, c'est quelque chose de collectif, donc la richesse est collective. Or, il se trouve que certains sont plus riches que d'autres, c'est pas normal, donc il va falloir rétablir l'équité par la force, en quelque sorte. Et ça, alors la force, ça peut prendre différents aspects, ça peut être par la taxation, par la fiscalité, donc... et il y a toute une gamme de moyens possibles, par la loi, par la propagande. Voilà. Mais en tout cas, il va falloir rétablir l'équité par le haut. Donc ça veut dire qu'il faut un État suffisamment fort pour imposer cette équité. Donc, et alors, je termine, c'est que beaucoup de socialistes, en fait, sont pour la liberté, mais pour eux, la liberté des uns passe par les autres. C'est-à-dire qu'elle ne peut se réaliser que par un État qui dispose de l'autorité, de la force et de la contrainte. Et c'est là où les libéraux classiques disent non. Nous, on considère que la liberté doit se réaliser par la coopération volontaire, par l'échange, par la propriété privée, et pas du tout par la contrainte d'un État central. Moi, pour résumer ma compréhension, et tu me diras si j'ai bon ou pas, c'est que ce qui unirait, entre guillemets, les deux, c'est la recherche de la liberté. Ouais. Mais les moyens qui sont mis en œuvre sont complètement différents. Ouais. Pour l'un, il faut un État fort qui, en tout cas pour moi, est antinomique avec la notion de liberté. Et de l'autre côté, dans le libéralisme, c'est plutôt l'individu
qui doit, on va dire, réaliser sa propre liberté. Et puis du coup, ça permet d'avoir une société qui est plus libre parce que les individus eux-mêmes c'est ça. sont libres. Non, mais tu as tout à fait raison sur la fin et le moyen. Ça, c'est une distinction fondamentale qu'on trouve d'ailleurs chez Frédéric Bastiat. Il dit moi, je ne suis pas contre l'égalité, mais la question, c'est comment on y parvient. Voilà. Et pour lui, la bonne façon d'y parvenir, c'est par le marché libre. Donc, toi, tu dis c'est l'individu qui doit réaliser ses libertés, oui, mais dans l'échange, dans la coopération. C'est-à-dire que le libéralisme n'est pas antisocial. Oui. Tu vois, ça c'est très très important. Au fond, l'individu, c'est pas un atome qui serait isolé du reste. Non, au contraire, l'individu s'insère toujours dans un réseau, dans un tissu social préexistant, qui est d'abord la famille, parce que sans la famille, on n'est rien. Mais ensuite, c'est plus large. C'est les institutions, l'école, et puis... par exemple, justement, qui est un lieu de travail collectif. Donc en fait, le collectif n'est pas occulté. Oui. Il est parfaitement assumé. Simplement, il faut que cette coopération se réalise volontairement. Voilà, c'est le consentement. Autrement dit, pour moi, ce qui distingue les libéraux véritables, ceux auxquels je pense, c'est les libéraux classiques, tu vois, donc 18e, 19e, du reste. Ce qui les distingue du reste, c'est que ils sont pour le consentement à la base de toutes les relations sociales. Alors que les autres, qui ne sont pas libéraux, et alors ils peuvent être socialistes ou conservateurs ou autres, ils sont plutôt pour l'idée que la coopération n'est possible que par la coercition. En tout cas, une certaine forme de coercition, c'est-à-dire par un État fort, par des lois, par des règlements, par des contraintes. Par des contraintes. Voilà. Et finalement, ça passe aussi peut-être par la notion de choix. Et puis ça va nous amener petit à petit à Bitcoin, donc y compris sur la façon de faire des transactions avec les autres. Donc comment on échange avec les personnes. Donc le libéralisme, si j'ai bien compris, mais aussi la notion de choix et la possibilité de choisir. Là où dans d'autres régimes, on a plutôt des choses qui sont imposées, y compris la monnaie elle-même. Par exemple, Bastiat, à son époque, il luttait contre le mercantilisme et le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est une variante du mercantilisme, c'est de dire il faut taxer les importations, il faut mettre des droits de douane. On est toujours dans cette idée que l'étranger est forcément un ennemi. C'est pas un partenaire avec qui on peut échanger librement, c'est quelqu'un qui va nous voler, ou que on doit voler. Soit c'est lui, soit c'est nous. Et donc Frédéric Bastiat défendait la séparation de l'État et de l'économie. Pour lui, la bonne chose à faire, c'est de laisser le marché décider. Et l'État doit se cantonner simplement à veiller au respect des règles du jeu, un peu comme un arbitre. Dans un match de foot ou de rugby, lui, il n'intervient pas, mais en cas de conflit, il fait jouer les règles du jeu. Et ce serait ça le rôle de l'État, selon Frédéric Bastiat. Et je pense qu'aujourd'hui, Satoshi Nakamoto est allé un peu plus loin en considérant que ça suffit pas de séparer l'État et l'économie. Parce que ce qui fait le moteur de l'économie, c'est la monnaie. Or, aujourd'hui, la monnaie est contrôlée par l'État. Et quand on contrôle la monnaie, en fait, on contrôle tout. On a un pouvoir quasi absolu à la fois sur l'économie, mais même sur la politique, en réalité. Parce que les élections, elles se décident quasiment à la Banque centrale, avant même qu'on aille voter. Et donc, Satoshi Nakamoto, je pense qu'il était très conscient de ça et du danger que représente le contrôle de la monnaie par des élites auxquelles on est censé faire confiance aveuglément et qui bien souvent abusent en fait de cette confiance. C'est pourquoi lui, il a mis en place un outil, Bitcoin, pour séparer la monnaie de l'État et faire en sorte que la monnaie soit indépendante, qu'elle repose sur justement entièrement le choix des individus, puisque finalement la monnaie fiat, c'est une monnaie qui est contrainte, qu'on nous impose,
Avec le Bitcoin, on met en concurrence la monnaie fiat avec une autre monnaie et on laisse à chacun la liberté de choisir. Et ça, je crois que ça a des implications, on pourra développer si tu veux, mais c'est des implications énormes pour le futur. Effectivement, ça, j'ai envie de dire, c'est assez nouveau, même si on se dit, avant, il y avait quand même aussi cette liberté qui existait. Il n'y avait pas en tout cas, quand on remonte très très loin dans l'histoire, il n'y avait pas forcément on va dire, cette imposition qu'on a aujourd'hui, cette contrainte en fait sur l'utilisation des moyens de paiement, tout simplement, ou des moyens de commerce. Mais en tout cas, de l'histoire moderne, Bitcoin apporte quand même quelque chose de nouveau, de se dire, maintenant on a le choix. Et ce qui est d'autant plus fort avec Bitcoin, je trouve, c'est le côté universel. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une monnaie qui est acceptée dans un endroit bien précis, mais quelque chose d'universel et de global qui arrive parce que maintenant, technologiquement, on peut le faire à cause d'une autre innovation qui est Internet. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Satoshi Nakamoto, il a pris un peu modèle sur l'étalon or. L'étalon or, tous les libéraux au 19e siècle et encore au 20e siècle le défendaient. Le défendaient comme vraiment un point d'ancrage fondamental pour la monnaie, justement. C'est-à-dire il faut que la monnaie soit limitée par une forme de rareté. Parce que si la monnaie est trop abondante, si on peut augmenter la masse monétaire à volonté, à ce moment-là, il y a un risque de corruption, de manipulation, de dévaluation, et finalement, c'est une forme de vol de la vie des gens, quoi. Ouais. Donc, l'étalon or a toujours été défendu par les libéraux, mais il se trouve que l'or a des défauts. Il y a des défauts inhérents de transport, c'est très cher, de stockage, c'est compliqué, d'authentification. Est-ce qu'on a vraiment affaire à de l'or ou est-ce que c'est de l'or falsifié, etc. Ça coûte cher. Bon, donc pour toutes ces raisons, ce qu'a fait Satoshi Nakamoto, c'est que il a contourné ces défauts en reproduisant la rareté dans le monde numérique. Cette rareté qui était dans l'or, puisque c'est difficile à extraire et qu'on ne peut pas en extraire autant qu'on veut, eh bien, il a réussi à reproduire cette rareté dans le monde numérique. Et ça, c'est un exploit technologique qu'il a été le seul à faire. Mais c'est surtout qu'il avait une vision. Je pense que c'est quelqu'un qui comprenait tous ces enjeux dont on vient de parler et qui était un vrai héros de la liberté, un vrai défenseur de la liberté. Parce qu'au fond, qu'est-ce que Bitcoin permet ? Ça permet d'être pleinement maître de soi, souverain sur son corps et sur le produit de son travail. Surtout sur le produit de son travail, mais le produit de son travail, c'est finalement lié à son corps et à ses facultés. Donc, ce que fait Bitcoin, c'est qu'il redonne la totale propriété de soi et de ce qui nous appartient. Ça, c'est extraordinaire. On aurait pu, beaucoup en ont rêvé, mais personne ne savait comment faire pour cela. D'ailleurs, en parlant de corps, Bitcoin, il me semble, est le seul actif qu'on peut unir vraiment à sa personne, c'est-à-dire détenir l'information qui va nous permettre de dépenser les bitcoins dans sa tête. Eh oui, c'est ça. c'est vrai, t'as raison, c'est exactement ça, ouais. Puisque la clé privée, c'est finalement c'est la seule porte d'accès au bitcoin et on peut simplement la mémoriser. Et personne ne peut nous l'apprendre. C'est ça. Ouais. Exactement. Et du coup, tu disais que Satoshi Nakamoto avait une vision. Est-ce que tu penses qu'il était on va dire un libéral ? Alors, pas dans le sens américain du terme. Alors, je ne sais pas s'il était américain. D'ailleurs, on n'en sait trop rien. D'abord, je pense qu'il n'a jamais utilisé ce terme. En fait, il est toujours resté un peu à distance des étiquettes politiques et idéologiques. Mais moi, je crois que quand même, si on regarde par exemple le message qu'il a laissé dans le premier bloc miné, qu'on appelle le bloc de Genèse, qui a trait donc au sauvetage des banques par le chancelier britannique. Il citait le titre d'un journal. Bien, on comprend qu'en fait, ce qu'il a en ligne de mire, c'est le système bancaire.
le système bancaire et financier de manière générale. C'est-à-dire, il a compris que ce système qui est centralisé, puisqu'il y a des banques centrales, c'est un système en fait qui produit d'abord une spoliation, fondamentalement des épargnants, mais pire que ça, je dirais un vol sur les générations futures. Aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension morale, et ça on la trouve dans ses écrits, l'idée que c'est parfaitement injuste que l'endettement des États est injuste, parce que en fait cet endettement, on sait qu'il va reposer sur les générations futures, c'est eux qui vont devoir payer la note. Et par ailleurs, l'inflation qui vient financer l'endettement par la création monétaire, c'est un vol des épargnants. Donc c'est une double spoliation. En fait, le système financier, depuis les années 70, lorsque la monnaie a été détachée de l'or, donc on est dans une monnaie fiat qui est une monnaie papier, eh bien ce système est parti complètement à la dérive, et Satoshi Nakamoto, je pense que c'est par rapport à ça qu'il a créé Bitcoin. Mais il y a vraiment un projet qui n'est pas du tout un projet d'enrichissement. D'ailleurs, lui-même n'a jamais touché à ses bitcoins, ce qui montre à quel point c'était pas son truc. C'est vraiment l'idée de remettre la liberté comme une réalité authentique et tangible, je dirais. Que les personnes puissent s'approprier vraiment ce qui est à eux. Voilà, c'est ça, leur vie. Leur vie et le fruit de leur travail. Et le fruit de leur travail. Parce que effectivement, c'est l'inflation et tout ça qui arrive justement, on va dire, de façon massive après le détachement de l'étalon or, et cette décorrélation entre la monnaie et quelque chose de physique et de réel et de rare, ça crée une inflation et qui finalement est un impôt déguisé sur l'épargne en fait de c'est une spoliation invisible. Ouais, c'est ça. On la sent pas forcément. Parfois plus évidemment lorsqu'il y a des crises, etc. Mais on peut la faire admettre aux gens sans qu'ils s'en rendent compte vraiment. Et donc c'est une spoliation qui est d'autant plus pernicieuse justement qu'on la voit pas, parce qu'il n'y a pas de consentement. Un impôt sans consentement, c'est véritablement une violation de toutes les règles de justice, quoi. Et est-ce que pour toi le libéralisme conduit à Bitcoin et vice versa? On peut voir dans les deux sens. Est-ce que Bitcoin conduit au libéralisme? Est-ce que tu penses qu'il y a une bijection entre les deux? Oui, absolument. Ça rejoint ce que j'ai dit un peu avant, c'est-à-dire que Bitcoin incarne les principes de liberté, de souveraineté, et par conséquent, si on comprend bien le libéralisme comme cela, les deux vont absolument ensemble. Alors après, je dis pas que tous les bitcoiners sont libéraux. On peut aussi être attaché à des traditions politiques diverses, variées, mais avec quand même, je pense, même chez les gens qui sont, qui ne se disent pas libéraux, il y en a. Dans le milieu Bitcoin, ils sont quand même attachés à la liberté. Sinon, ils seraient pas là. Sinon, c'est totalement contradictoire. Ouais, c'est vrai. Mais alors, tu vois, il faudrait peut-être préciser que le mot liberté peut avoir deux sens. Ça peut désigner les libertés personnelles et sociétales, ou ça désigne les libertés économiques. C'est quand même deux domaines un peu différents. Les libertés sociétales, c'est tout ce qu'on fait dans sa vie personnelle, c'est des choix de se marier, de pas se marier, d'avoir des enfants ou pas, de prendre de la drogue ou de pas en prendre, enfin des choses, l'alimentation, la manière dont on se nourrit, etc. Tout ça, c'est liberté personnelle. De l'autre côté, il y a les libertés économiques, et là, c'est dans le domaine de la consommation, de acheter, pas acheter, des salaires, des prix, des licenciements, etc. Ce qu'on voit, c'est que à droite, généralement, ceux qui revendiquent la liberté, c'est plutôt la liberté économique. En revanche, les libertés sociétales, ils sont pas très pour. Ils sont plutôt pour restreindre, limiter et puis imposer un certain nombre de comportements jugés plus traditionnels. Bon. Par exemple, le mariage pour tous, on a bien vu que la gauche était pour et la droite était contre. Ouais. À gauche, c'est donc ils sont à fond pour les libertés personnelles et sociétales,
mais ils sont beaucoup plus opposés aux libertés économiques. Et donc, on voit qu'il y a des contradictions internes. Les libéraux, et je dirais les libertariens, si je reprends le terme américain, eh bien, eux sont les seuls qui sont à la fois à 100% pour les libertés personnelles et à 100% pour les libertés économiques. Sauf que ils n'apparaissent nulle part dans le spectre politique. Tu as une espèce de ligne qui va de gauche à droite avec le centre, et les libéraux sont nulle part. Ils n'existent pas, en fait. Et dans tous les programmes politiques, chaque fois qu'il y a une élection en France, tout le monde est étatiste, en fait. Tout le monde revendique plus d'État. Alors, pour certains, c'est dans le domaine économique, pour d'autres, c'est dans le domaine sociétal, mais au fond, ils se rejoignent. Et c'est là où on pourrait dire que la vraie ligne de partage, je disais tout à l'heure, elle se fait entre la coercition et la liberté ou le consentement, mais on peut dire aussi elle se fait entre l'ordre planifié, construit par le haut, et l'ordre spontané, c'est-à-dire qui émerge de la coopération volontaire entre des millions d'individus. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, plus que les termes de libéralisme et de socialisme. Parce que je pense que tous les bitcoiners, quelle que soit leur obédience politique, leur croyance religieuse, tout ce que tous, ils se reconnaîtront dans l'idée d'ordre spontané. Oui. Parce que Bitcoin, c'est ça. C'est pas quelque chose qui a été imposé d'en haut. C'est quelque chose qui a émergé. Il y a un individu, en effet, qui est le génie créateur, c'est Satoshi Nakamoto, mais il a bénéficié de tout le travail antérieur, qui a été fait par d'autres aussi. Oui, parce que justement la fameuse technologie blockchain, enfin les timeshares, elle existait depuis les années 90. Il y a tout ce qui a été fait sur la cryptographie asymétrique, les cypherpunks, et voilà. il discutait beaucoup avec eux, il échangeait, il avait besoin de comprendre, d'assimiler tout ça, et lui, il a eu l'étincelle de génie qui a permis la solution. La solution. Ouais. Bah, et en fait, je recevais un invité qui disait que c'est un architecte qui a pris plusieurs briques et qui les a remis ensemble pour leur donner, on va dire, un produit, entre guillemets, en s'appuyant sur des technologies existantes. Donc c'est un architecte. Voilà. Mais tu vois, pour revenir sur le socialisme qui dit la richesse, c'est un bien collectif. C'est là où je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, certes, il y a des échanges collectifs qui se font, donc il y a une sorte de cerveau collectif avec énormément d'interactions entre les idées. Et ça, c'est normal, ça a toujours existé. Il y a du débat, il y a du dialogue permanent. Les gens se lisent, se critiquent, etc. Mais il y a quand même des individus seuls qui, à un moment donné, viennent à sortir du lot, à sortir une innovation. Quelque chose qui n'avait jamais été vraiment fait, qui n'avait jamais été mené jusqu'au bout. Et par conséquent, le progrès, il a toujours été le produit justement de ces innovations individuelles, qui après ont bénéficié à des millions de gens. Donc, tant mieux, parce que ça montre que justement on n'est jamais seul et que on dépend toujours des autres. Mais ce qu'on a inventé, ce qu'on a créé par soi-même, on en est quand même l'auteur principal. Alors bien sûr, les socialistes diront oui, mais un Satoshi Nakamoto, c'est parce qu'il a été éduqué, c'est parce qu'il a pu rouler sur des routes, il a pu se faire soigner, sinon il n'aurait jamais existé. En fait, là, je pense qu'il y a une sorte d'inversion de la cause et de l'effet. C'est-à-dire que moi, j'aurais plutôt tendance à dire le contraire. C'est parce qu'il y avait des Satoshi Nakamoto, enfin, ou en tout cas des ingénieurs, on va dire c'est un ingénieur, parce qu'il y a eu de nombreux ingénieurs et commerçants d'ailleurs, qu'on a pu fabriquer des routes, fabriquer des hôpitaux et des écoles. Et non pas l'inverse. C'est pas parce qu'il y a des hôpitaux, des écoles et des routes qu'apparaissent d'un seul coup des ingénieurs ou des commerçants. Oui, parce que sinon elles viennent d'où tous ces Mais voilà, mais non, mais c'est ça. Donc en fait, c'est la société civile qui rend possible l'État et non pas l'inverse. C'est pas l'État qui crée la société civile. La société civile, c'est un cercle beaucoup plus vaste d'institutions, de relations naturelles. On a parlé de la famille, l'entreprise, l'école, l'église, tout ça, c'est des choses qui, depuis la nuit des temps, qui existent. La monnaie aussi. Mais
l'État va prélever cette richesse qui existe déjà pour la redistribuer. Qu'il a raison de le faire, ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, et pas l'inverse. Et puis au final, l'État devient comme un organisme vivant, c'est-à-dire que il lutte pour sa propre survie, Ouais. et ce qui donne lieu aux dettes, hein, parce que du coup il essaie de s'agrandir et s'assurer en fait qu'il reste vivant jusqu'à oppresser en fait les raisons de sa création et de pourquoi. Ouais. Il devient une fin en soi. Il Voilà, devient c'est ça, il devient une quasiment fin en un soi. but qui s'auto-alimente au motif de faire de la redistribution pour lutter contre les inégalités, pour protéger tout le monde, etc. Il finit par alimenter une bureaucratie qui grossit toujours. Et donc il y a toute une caste de gens qui vont préserver leurs acquis, leurs avantages. Et d'ailleurs, les libéraux classiques avaient, bien avant Marx, avaient énoncé l'idée que toute l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire d'une lutte entre le tiers-état, c'est-à-dire finalement la classe moyenne, hein, globalement, pour faire reconnaître ses droits de propriété, et l'aristocratie et le clergé, qui ont toujours été vraiment les deux grandes élites depuis l'Antiquité, hein, depuis ça remonte vraiment très loin. Il y a toujours eu cette lutte en fait entre deux classes, hein. La classe gouvernante et dominante qui détenait les privilèges et le peuple qui lui lutte pour essayer de faire reconnaître ses droits et notamment ses droits de propriété. Et donc Marx a repris ça, mais il l'a adapté à sa vision économique des choses, c'est-à-dire lui il a dit toute l'histoire de la société n'est que l'histoire d'une lutte entre les prolétaires et les patrons, entre les prolétaires et les capitalistes. Là-dessus, Bastiat n'était pas d'accord parce qu'il considérait que la vraie lutte des classes, elle transcende les oppositions économiques. En réalité, pour lui, le patron et l'ouvrier, ils ont des intérêts convergents. Ils sont pas en opposition. Et donc, la vraie opposition, pour lui, c'est celle entre ceux qui produisent et ceux qui spolient. Mais ceux qui spolient, c'est ceux qui imposent des taxes, des impôts, c'est la bureaucratie, c'est les fonctionnaires. C'est ceux-là qui sont les vrais spoliateurs. Mais justement, dans le socialisme, en tout cas, pour revenir à la France, souvent dans le discours qu'on entend plutôt dans les partis qui se revendiquent du socialisme, c'est que celui qui spolie, en fait, c'est le patron. C'est l'entrepreneur, celui qui crée des entreprises et tout ça, et celui qui spoilie, et que c'est sa faute, entre guillemets, si y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, etc. Ça, c'est le grand mythe marxiste, en fait, hein. Marx a réussi à implanter cette idée de lutte des classes dans l'esprit de beaucoup de gens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu as sans doute, tu l'as vu et tu le sais, cette lutte des classes est devenue lutte des races et puis lutte des sexes. On met de la lutte, en fait, dans toutes les strates de la société. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a des opprimés et des oppresseurs. Et donc, si on est un blanc, on est un oppresseur, et si on est un blanc hétérosexuel, encore plus. C'est ça, il y a une hiérarchie, en fait. Ouais. Dans Mâle, hétérosexuel, donc là, c'est le... Bon. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le marxisme culturel, qui sévit beaucoup aujourd'hui dans les campus, les universités, etc. Mais au fond, c'est une invention marxiste, hein, c'est vraiment ça. En fait, ce Bastiat, lui, considérait que l'ouvrier, il avait une formule, c'était le capital, c'est l'homme. C'est-à-dire que l'ouvrier, son premier capital, c'est lui-même. C'est sa force de travail, c'est ses mains, c'est ses facultés. Et donc, il est un capitaliste. C'est quelqu'un qui va chercher à valoriser ce capital et à en tirer profit. Et ça, c'est dans la nature humaine. Et je pense que les ouvriers et toute la classe ouvrière ne rêvaient que d'une chose, c'était justement d'accéder au capitalisme, de pouvoir s'enrichir. Et ça, Marx, il ne l'a pas compris. C'est quand même dommage, mais bon. Parce que ça a créé le communisme et tout, voilà, tout ce qui s'ensuit. Mais ce que les gens... j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre le capitalisme
et le capitalisme de connivence, qui Ouais. du coup justement est avantage en fait certaines personnes qui souvent d'ailleurs sont proches de l'État et Bien qui sûr. créent justement ces plafonds de verre ou qui cassent en fait l'ascenseur social, ce qui va empêcher en fait la personne qui naît dans une famille ouvrière d'accéder, on va dire, aux classes supérieures. Oui, tu as complètement raison. Donc c'est encore un mot piégé, le capitalisme. Quand on l'utilise, on ne sait jamais dans quel sens. Il faut absolument, quand on parle avec quelqu'un qui utilise ce mot, lui demander de le définir précisément, parce que sinon, on ne se comprend pas, quoi. Mais moi, j'aurais tendance à distinguer capitalisme d'État et capitalisme de marché. Et de marché libre, même, je dirais. Parce que le capitalisme de marché libre, il est entièrement fondé sur la propriété, sur la coopération volontaire et l'échange. Bon, et l'échange consenti, librement consenti. Et donc, ce capitalisme de libre marché, c'est de ça dont parlait Bastia, évidemment. Alors que le capitalisme d'État, tu l'as très bien défini, c'est un capitalisme de connivence entre l'État et les grandes entreprises, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens d'obtenir des faveurs, des protections, des monopoles, des réglementations, pour maintenir justement leur position dans le marché contre leurs concurrents. C'est vraiment ça, c'est-à-dire, et les gens le comprennent très bien, hein, c'est vrai que la plupart des grandes entreprises, une fois qu'elles ont réussi, elles vont faire du lobbying politique. Tout à fait. Pour protéger en fait leur position et empêcher les petits d'entrer sur le marché. D'ailleurs, l'existence du lobbying et des sociétés qui sont légales en fait, qui font du lobbying et que voilà, la légalisation du lobbying, c'est vraiment un des symptômes de ce capitalisme de connivence. C'est ça. Et donc, ça n'a rien à voir, hein, parce que ce capitalisme de connivence n'est possible que parce qu'il y a un État qui intervient dans l'économie. Oui. Si l'État n'intervient pas dans l'économie, alors un capitalisme de libre marché peut voir le jour, peut se développer. Mais aujourd'hui, il est réduit à néant, enfin, où il est très très difficile il peut exister, mais très difficilement. Par exemple, dans le domaine écologique, là c'est la même chose. Moi je pense qu'il peut y avoir une écologie de marché libre, qui va fonctionner par des contrats entre les individus, entre les usagers, les producteurs, etc., qui vont contracter librement pour se mettre d'accord sur la manière de traiter l'environnement, les déchets, la pollution, etc. Ou alors une écologie d'État qui va consister à imposer des normes rigides à tout le monde et à taxer. C'est ça, et à mettre des crédits carbone que les gens peuvent se vendre entre eux. On pourrait, en fait, on pourrait aborder tous les grands sujets comme ça. Par exemple, l'immigration, c'est la même chose. Il y a une immigration d'État et une immigration de marché. L'immigration de marché, c'est quand l'immigrant s'entend avec les résidents pour trouver un logement, pour trouver un travail, mais que ça repose sur des contrats d'individu à individu, qui ont été librement choisis. Alors que l'immigration d'État, c'est lorsque l'État subventionne ou que l'État interdit ou que, enfin, il impose en fait un quota d'immigrants, etc. Là, on est dans des mesures qui sont des mesures de contrainte et qui sont imposées aux gens. Et ça ne peut pas fonctionner. On le voit bien aujourd'hui. Ça ne crée que de la frustration, de la haine, des tensions, des polarisations, des violences. Tout le monde est frustré dans cette affaire. Aussi bien les immigrants ou les immigrés que les résidents. Donc ça n'a pas de sens. C'est clair. J'aimerais passer à un autre volet, revenir un peu à Bitcoin. Bon, ça, c'est quand même dans la continuité. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, posséder du Bitcoin ou l'utiliser comme moyen de paiement, c'est une façon de poser un acte de résistance et un acte politique? Oui, absolument, absolument. Bitcoin n'est pas politique en tant que tel, puisque finalement c'est une technologie, on peut considérer que c'est une technologie qui est neutre, pas plus que un crayon, c'est pas politique, ni je sais pas, ni même la géométrie, mais et Bitcoin n'appartient à aucun pays, n'appartient à aucune entreprise. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas du tout politique. En revanche, il a des conséquences politiques
puisque choisir Bitcoin, c'est rejeter la monnaie fiat, d'une certaine façon. C'est shorter le fiat. C'est ça. Donc en cela, c'est véritablement un acte politique et de résistance à tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ce système financier qui est un espèce de casino géant à l'échelle du monde, et où ceux qui sont les plus proches du pouvoir bénéficient de la création monétaire et peuvent spéculer et puis investir avec l'argent des clients, quoi. Tout à fait. Et ça me fait penser à autre chose, c'est que certains comparent le fait d'être libéral ou même libertarien à de l'anarchie. Donc, est-ce que c'est pas, enfin, pour aller dans leur sens, hein, je fais l'avocat du diable exprès, est-ce que c'est pas utopiste de se dire si l'État recule vraiment dans son plus simple appareil, est-ce qu'on n'aura pas un espèce de chaos généralisé qui va s'installer? Alors, déjà, je pense que l'État centralisé tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a pas toujours existé. Il ne faut pas s'imaginer que on est fatalement voué à le subir. En revanche, il faut bien distinguer donc, le monopole de la force publique, c'est l'État actuel, et l'organisation de la défense collective ou de la force. Ça, c'est deux choses très différentes. C'est-à-dire, on peut très bien envisager que l'usage de la force soit confié au marché. Parce que on sait qu'on va en avoir besoin de la force. À un moment donné, c'est tout simplement se défendre contre des agresseurs, contre des voleurs, se défendre contre des gens qui ne respectent pas les règles de la vie en société. Donc il faudra faire usage de la force, ne serait-ce qu'à titre de légitime défense. Tout à fait. Bon. Mais il n'est pas fatal ni nécessaire de donner le monopole de la force à une entité qu'on appelle l'État. On peut très bien imaginer qu'il y ait une concurrence qui est différente, juridiction, ça peut être une décentralisation, c'est-à-dire que il y aura une pluralité d'entités juridiques qui détiendront le droit d'exercer la force, et chacun choisira dans quelle entité il veut vivre, dans quelle modalité, un peu comme on appartient à un club. Oui. On décide à ce moment-là de payer comment on appelle ça, quand on va dans un club, on paye une cotisation. Et on accepte les règles du jeu. Et on pourrait très bien imaginer effectivement que la France soit fédérale, c'est-à-dire qu'il y ait une multiplicité de petites entités juridiques. Chacun choisit où il veut aller, quelles règles il veut suivre. Et il y a une concurrence entre tout ça, et une concurrence fiscale, une concurrence dans l'application des règles. Tu vois, ce serait ça l'anarchie. L'anarchie au sens réaliste du terme. Après, il y a une utopie anarchiste qui évidemment est à fuir. C'est l'idée que on aurait besoin d'aucune règle, on pourrait faire tout ce qu'on veut. Voilà. Je pense qu'on voilà, on pourrait pas être libre dans un. Et tu sais aussi, les anarchistes de gauche, les anarchistes communistes ou les anarchistes socialistes du 19e siècle rêvaient d'une société sans argent. Ils imaginaient qu'ils allaient pouvoir se passer complètement de l'argent et qu'ils vivraient dans un paradis. Bon, c'est de l'utopie pure. Oui, mais je fais une mauvaise compréhension de ce qu'est l'argent. Complètement, oui, absolument. Et puis, je pense que c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est l'économie de manière générale, parce que, l'argent, c'est ce qui permet justement la fluidité des échanges, et c'est ce qui permet aussi de monter en échelle et d'inclure de plus en plus de gens. Une économie sans argent, ce serait une économie de subsistance, donc très misérable, où les gens ne pourraient vivre qu'en tout petits groupes fermés et où il y aurait énormément de conflits en fait. Et c'est ce que j'allais dire, parce que l'argent sert aussi à organiser le travail. Oui, c'est ça, pacifiquement, à départager chacun. C'est très lié à la propriété privée. Quand chacun sait ce qui est à soi et ce qui appartient aux autres, il y a moins de conflits en fait. Est-ce qu'il y a des périodes de l'histoire où le libéralisme a fonctionné?
Je crois jamais complètement. Il y a toujours eu des périodes avec plus de liberté et des périodes avec des reculs très forts de la liberté. Donc il y a eu des avancées et des périodes de recul. Moi, je crois que c'est ça l'histoire. C'est pas un progrès continu. Je crois pas à ce récit hegelien et marxiste qui dit que l'histoire avance inexorablement vers une sorte de fin de l'histoire qui serait la fin du progrès, où on arriverait à la paix, la joie, l'amour et la justice. Non, je pense que on ne peut pas juger si le passé était meilleur que le présent, ou que le futur sera meilleur que le présent, parce qu'on est dans le présent. On n'a pas de position supérieure sur l'histoire. Et en revanche, on voit bien que si on reprend Socrate, Platon, Aristote, toute cette période a été une période de très grande avancée de la liberté, parce que on a développé la rationalité, et que la rationalité, c'est quand même c'est ce qui nous fait humains, en fait, à la différence des animaux. On a fait reculer la superstition, on a fait reculer l'ignorance. Donc ça a été une très belle période. On peut dire que sous l'Empire romain, il y a eu aussi des choses. L'Empire romain, il y a eu des conquêtes, il y a eu de l'esclavage, il y a eu beaucoup de choses négatives, mais il y a eu aussi l'émergence du droit. Le droit de propriété, par exemple, il a été très bien codifié, reconnu, même avant l'Empire romain, sous la République déjà, la République romaine. L'Empire, c'est déjà un peu le début de la fin. Mais après, on sait qu'il y a eu l'effondrement de l'Empire romain et une période très difficile avec les invasions barbares, donc beaucoup de guerres, de choses pas très très jolies. Et puis, progressivement, voilà, jusqu'au Xe, XIIe, XIIIe siècle, il y a eu des très belles avancées de la civilisation. Et tout est comme ça. C'est des mouvements de flux et de reflux continuels. Tu vois, on peut dire que le XXe siècle, pour moi, a été un siècle de recul terrible, absolument terrible. Tant par les guerres mondiales, qui étaient des guerres en fait de nationalisme stupide, absolument, et que par le keynésianisme, qui a, en fait, tout le XXe siècle a été un siècle keynésien, où on a cru, et on continue peut-être malheureusement encore à croire, que la croissance ne peut se faire que par l'augmentation des dépenses de l'État, et donc par l'endettement et par l'inflation. Voilà. Donc on est dans une période d'obscurantisme en fait économique. Mais justement, en parlant de l'économie keynésienne, moi, en école d'ingénieur, pour moi, c'était le seul courant de pensée économique. J'ai découvert qu'il y en avait d'autres, notamment la pensée autrichienne et tout ça, que bien évidemment, j'ai pas eu le temps de bien approfondir, mais j'ai découvert qu'il y avait autre chose très tard que en m'intéressant à Bitcoin. Je pense qu'il y en a beaucoup comme toi. Ayant suivi des études classiques à l'école, académique, on va dire, dans les livres d'économie, les manuels d'économie, on ne parle que de Keynes, qui est effectivement le penseur dominant. Et, après, il y a des variantes, il y a le néo-keynésianisme, on parle aussi un peu du monétarisme. Mais en tout cas, l'école autrichienne d'économie, qui est une école minoritaire, soit on n'en parle pas, ou quand on en parle, c'est le méchant, c'est le vilain canard. Ou même traité d'anarchiste aussi un peu. Mais tu vois, un des très grands penseurs de l'école autrichienne, c'est Ludwig von Mises. Et en 1927, il a écrit un livre qui s'intitule Libéralisme, tout simplement. Et si on veut comprendre ce qu'est le libéralisme classique, j'entends bien, il faut lire ce livre. Parce que c'est vraiment la référence, quoi. C'est-à-dire que il a fait la synthèse de tous les travaux antérieurs et il a essayé d'expliquer aussi pourquoi aux États-Unis il y avait cette dérive du mot, pourquoi le mot a été vidé de sa substance et est devenu le contraire de ce que c'était. Et lui, dans ce livre, quand il veut définir le libéralisme, il le résume à un seul mot. Il y a un mot et un seul dans lequel tout se trouve. C'est le mot. Alors, est-ce que tu veux essayer de deviner? La liberté? Non, parce que là, c'est déjà dans le mot libéralisme. Donc un autre mot. Propriété? Bravo, t'as tout compris.
c'est ça. Pour lui, c'est vraiment le cœur du réacteur nucléaire du libéralisme ou de la liberté, tout simplement. C'est la propriété. Parce que, comme je le disais, on est tous propriétaires de nous-mêmes, d'abord, propriété de soi, c'est-à-dire que on possède notre vie. Et c'est ce qui fait la dignité de la personne, c'est ce qui fait qu'on est unique, qu'on est sacré, que la vie est sacrée. Et la propriété des choses découle de la propriété de soi. C'est ce que j'ai produit avec mes mains, avec mon cerveau, le fruit de mon travail. C'est à moi. C'est à moi parce que c'est indissociable de ma personne. Et ensuite, je peux l'échanger librement avec d'autres. Et tout est là-dedans, quoi. En fait, tout programme politique peut découler de la propriété. C'est ce que Bastiat a très très bien expliqué, c'est limpide chez lui. Il explique que si on a bien compris ce socle de la liberté qu'est la propriété, après on comprend pourquoi l'éducation doit être séparée de l'État, pourquoi l'économie doit être séparée de l'État, pourquoi il faut défendre la liberté d'expression, etc. Tout va... Mais pourtant aujourd'hui... j'ai l'impression que les programmes politiques vont plutôt dans le sens inverse il faut plus d'État, qu'il soit de gauche ou de droite, il faut plus d'État pour pouvoir arriver à telle ou telle fin. Et puis la fin, en fait, c'est elle qui va différencier si on va aller attirer tel ou tel électorat, mais c'est vraiment donner-nous plus de pouvoir pour qu'on puisse, on va dire, vous remplacer au final. Donc que ça soit dans l'éducation, parce que du coup on veut remplacer par exemple le rôle des parents par des choses qui vont être faites au niveau de l'éducation nationale. Donc, prendre plus de liberté ou de responsabilité même aux individus pour la confier à l'État. Oui, tu as raison. D'ailleurs, le mot éducation nationale, ça dit tout. Ça devrait être enseignement national ou instruction nationale. On a mis éducation parce qu'on a considéré que l'État devait jouer le rôle d'éducateur, alors que ce rôle était traditionnellement dévolu aux parents, et que c'est un droit absolu pour les parents d'éduquer leurs enfants. Mais non, c'est l'État qui va le faire à leur place. Après, moi, ce que j'aime pas non plus dans l'éducation nationale, c'est national. Donc, pourquoi ? Parce que je considère que l'éducation devrait être, ou l'enseignement plutôt, que l'enseignement devrait être en concurrence. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir, non pas un modèle uniforme imposé à tous, mais au contraire une pluralité de méthodes d'enseignement, une pluralité de façons de comprendre, d'enseigner, de délivrer des diplômes, de choisir ses profs ou ses élèves, etc. Bon, donc, tout ça pour dire que oui, plus d'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période, lorsqu'il y a des incertitudes, lorsque les gens ont peur ou il y a des fortes tensions, ce qui est le cas aujourd'hui, notamment, alors, quelles sont les origines de ces tensions ? Tensions économiques, bon, ça évidemment, depuis les années 70, on est tout le temps dans la crise, ça n'arrête plus, mais tensions religieuses, et tensions, on voit la guerre en Iran, donc des tensions géopolitiques, avec aussi tout le flot de réfugiés que ça induit depuis longtemps, et ça déstabilise tout. Donc les gens sont dans une peur qui fait que ils vont avoir tendance naturellement à se fier à une autorité supérieure, et l'autorité supérieure aura plus de facilité à se légitimer aussi, à dire parce que vous avez peur, je viens vous protéger, et parce qu'il y a un danger très grave, je suis justifié à prendre des mesures exceptionnelles. Il faut résister à ça. En fait, on le disait tout à l'heure, le problème, c'est l'État. L'État, c'est pas la solution, c'est le problème. Et donc, c'est pas avec plus d'État qu'on va résoudre le problème. Ils arrivent, ils sont très forts pour nous faire croire, justement, parce que, justement, comme tu disais, dans ces périodes d'incertitude, on attend un peu un messie descendu du ciel, donc l'homme providence, l'État-providence, qui va venir régler tous les problèmes qu'il a lui-même engendrés au final. Et puis, je pense à Étienne de la Boétie, qui est cet auteur français du XVIe siècle, qui avait écrit un petit livre qui s'appelle « De la servitude volontaire », et qui disait « Le problème, c'est que les gens s'habituent à la servitude et finissent par croire qu'elle est naturelle. » Donc,
il n'envisage absolument pas qu'il puisse y avoir une autre solution. On arrive presque à la fin de l'interview. Moi, j'avais prévu un petit questionnaire sur les certains dirigeants politiques. Donc, je vais te dire le nom et tu me diras s'ils sont libéraux ou pas. On commence par Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, je peux pas te répondre oui/non directement. Il faut quand même que je reprenne un petit peu quand même le contexte très rapidement. Oui. Je pense qu'elle a mis fin au socialisme en Grande-Bretagne. En ce sens, oui, elle est libérale parce qu'elle s'est opposée de façon très courageuse à l'avancée du socialisme en Grande-Bretagne, puisque quand elle est arrivée au pouvoir, il y avait le FMI qui était en train donc d'apporter des fonds pour essayer de sauver en fait l'économie anglaise, qui était complètement sinistrée. Parce qu'ils avaient nationalisé les grandes entreprises, les industries, que les syndicats avaient tous les pouvoirs, ça depuis l'après-guerre. Donc elle a remis les choses à l'endroit, elle a privatisé, elle a réduit le pouvoir exorbitant des syndicats, et en ce sens, elle a fait un travail en faveur de la liberté. Ouais, ça c'est sûr. Après, ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite et qu'elle a raison sur tout, hein, attention. Oui, parce que justement... Bah oui, non, mais nul n'est parfait, il n'y a pas de paradis sur Terre. Ouais. C'est pour ça que moi, je défends plutôt un libéralisme un peu tragique, qui consiste à dire, comme on l'a évoqué, il y a toujours... C'est toujours mélangé, quoi. Ouais. Il n'y a pas de solution parfaite et radicale et absolue qui tomberait du ciel. Du ciel. Et puis surtout, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que des fois, on est libéraliste sur le côté économique. Oui. On va être un peu moins, ou pas du tout, en fait, sur la partie sociale. Un autre, Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, lui, il a peut-être revendiqué un jour cette étiquette de libéral, oui. Surtout avant sa campagne, avant sa première élection. Puis, peut-être encore aujourd'hui, d'ailleurs, j'en sais rien, je l'écoute plus, moi. Mais bon... Ses opposants souvent le qualifient en fait de libéral. Oui, de mondialiste libéral. Voilà, en fait, moi, je crois surtout que c'est quelqu'un qui rêve d'être à la tête de l'Union européenne et de gouverner tout le monde avec des normes. C'est en ce sens que je dirais plutôt c'est un néolibéral. Hein, si j'entends par néolibéral l'idée que en fait, pour gouverner, il faut des normes. Il faut mettre des normes partout. Et c'est ça qui qualifie assez bien l'Union européenne et même la France aujourd'hui. Effectivement, niveau normes, je pense qu'on est champion, on est champion du monde. Javier Milei. Alors Javier Milei, il a fait un énorme travail et je trouve que le premier travail qu'il a fait, moi qui m'a le plus marqué, c'est qu'il a essayé de libérer les Argentins de l'emprise idéologique du socialisme. Un peu comme Thatcher. Moi je pense que là, il y a vraiment des affinités. Et ensuite, il a fait aussi un travail de coupe budgétaire, c'est-à-dire qu'il a vraiment réduit les dépenses. Et ça, c'est ce qu'on devrait faire en France. Hein. Ça a porté ses fruits, puisque l'inflation a baissé, la croissance est repartie. Mais certains lui reprochent de ne pas avoir été assez loin, notamment en supprimant, il n'a pas supprimé la Banque centrale. Il aurait dû, s'il avait été libéral vraiment jusqu'au bout, il aurait dû supprimer la Banque centrale. Mais ceux qui le défendent disent que on ne peut pas tout faire d'un coup, qu'il faut du temps, qu'il ne gouverne pas tout seul, qu'il a des oppositions, etc., etc. En plus, lui-même, il se définit comme libertarien. Milei, ouais. Alors, on va prendre un dernier. Alors, j'ai perdu ma liste. Où est-ce qu'elle est? Alors, Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, c'est un économiste allemand qui est devenu chancelier dans les années 60. Et, très méconnu. Méconnu, c'est vrai, mais qui avait des affinités avec le général de Gaulle, avec Jacques Rueff. Jacques Rueff était un des grands économistes français proche de Gaulle. Donc je pense que Erhard, il a aussi permis beaucoup d'avancées de la liberté en Allemagne par son attachement au marché libre.
Lui il défendait une économie sociale de marché, mais en fait, je pense que c'est pas du socialisme. Non, non. C'est une économie qui vise, au fond, la prospérité, la paix, la liberté. Voilà. Et pour faire le parallèle avec De Gaulle a des aspects très dirigistes, hein, ça c'est indéniable, mais il a aussi été un défenseur de l'étalon or. Un grand défenseur de l'étalon or. Et il y avait Jacques Rueff, qui était son conseiller économique et monétaire, qui a d'ailleurs été aussi à l'auteur d'une réforme du franc. Donc il y a eu cette période dans les années 60 où De Gaulle et Erhardt étaient, je pense, des promoteurs de la liberté. Ça n'a pas été toujours le cas hein, dans toute leur carrière, mais là, à ce moment-là, oui. D'ailleurs, Erhardt, il a été qualifié comme le père en fait du miracle allemand. Oui. Et un dernier, mais celui-là, j'ai déjà la réponse, mais je te la pose quand même pour conclure là-dessus. Lula. Ah, Lula. Alors c'est le président c'est l'actuel président du Brésil, c'est ça, mais qui a été réélu après un premier mandat. Non, bah là, malheureusement, c'est le collectivisme et le socialisme dans toute sa splendeur, avec un discours évidemment social pour les pauvres, contre les riches, pour l'égalité. Qu'est-ce qu'on peut en dire Non, c'est pas un libéral. Là, c'est clair. C'est ça. Là, c'est sûr. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Damien pour cet entretien.